Bonjour Monsieur Laurent-Henri Vigneault, merci d'avoir accepté notre sollicitation et notre invitation à participer et à éclairer notre grand angle consacré à la vaccination, à l'anti-vaccinalisme ou à l'hésitation vaccinale sont des éléments qui sont abordés. Nous avons souhaité votre contribution. Vous êtes historien et maître de conférences d'histoire moderne à l'Université de Bourgogne. Et en l'occurrence, vous êtes surtout co-auteur pour nous d'un ouvrage avec Françoise Salvadori qui s'appelle Antivax, la résistance au vaccin du XVIIIe siècle à nos jours, très récent puisqu'il il a paru en janvier 2019. Alors, peut-être une première question. Comment vous est venue cette idée d'écrire un ouvrage sur l'antivaccinalisme et quel sens vous donneriez à cette notion? On avait déjà eu l'occasion de travailler ensemble avec François Salvadori sur des archives de Pasteur dans sa maison d'Arbois, dans sa maison de famille à Arbois. Et en fait, ces archives consistaient en des résumés d'articles le concernant, c'est-à-dire que Pasteur faisait en quelque sorte sa propre revue de presse et il notait scrupuleusement tout ce qu'on disait de lui, et puis aussi, bien sûr, les recherches qui se faisaient dans les pays étrangers dans lesquels il y avait des concurrents à ses propres recherches biologiques. Et donc parmi ces articles, on en avait repéré un certain nombre qui étaient assez hostiles, et même parfois violemment hostiles. Donc c'est à partir de là qu'on s'est posé la question de savoir comment replacer cet anti-pastorisme qui apparaissait aussi comme un anti-vaccinalisme ou vaccinisme, et donc de faire cette histoire un peu sur le temps long, sachant que par ailleurs c'était une opinion qui continuait à être présente aussi aujourd'hui, bien sûr. Alors, comment la définir? Alors ça, c'est compliqué, mais en fait, tout le monde se met à peu près d'accord pour dire que il y a les antivax, je prendrai cette expression-là, hein, plus pour des questions de commodité, il y a des antivax purs et durs, qu'on peut appeler radicaux, qu'on peut appeler déterminés, qu'on peut appeler doctrinaires. Et puis, il y a en fait une immense marée de gens qui se situent dans ce que l'OMS appelle l'hésitation vaccinale. Et donc, l'hésitation vaccinale, ça veut dire je ne refuse pas forcément toute la vaccination en bloc, mais je refuse tel vaccin, ou je me méfie de tel vaccin, je voudrais que mon enfant, souvent c'est en rapport avec la vaccination infantile, le prenne un peu plus tard parce que j'ai peur, parce que j'ai lu des choses, etc. Donc voilà, hésitation vaccinale, le concept lui-même émis par l'OMS a posé problème, il est discuté, il est critiqué parce qu'il est flou. Mais ce flou a au moins l'intérêt de montrer que, en fait, ici, on décrit un panel d'opinions plus ou moins arrêtées, plus ou moins définitives, plus ou moins radicales. Et après, à côté de ça, on peut isoler des groupes qui sont des groupes véritablement militants de l'antivaccinisme et qui, eux, vont tenir un discours construit sur les vaccins avec deux arguments principalement qui sont ça sert à rien, ou bien c'est dangereux, et parfois on trouve les deux à la fois, c'est-à-dire ça sert à rien et c'est dangereux. Et donc, vous avez commencé à nous parler de ces arguments. Et historiquement, au moment où vous êtes remonté, les racines de ce positionnement, est-ce que vous retrouvez ce type d'argument? Est-ce que c'est plus large? Quelles sont les racines de l'antivaccinisme? Oui, on a adopté dans le livre une sorte d'approche généalogique, c'est-à-dire on a essayé de constituer quels étaient les grands courants de pensée ou les grands disons, arguments qui étaient énoncés pour en venir justement à refuser la vaccination en bloc ou à refuser même de manière très ferme tel ou tel vaccin dans telle ou telle circonstance. Et on a isolé quatre branches, si on veut, de l'antivaccinisme historique qui sont d'une part un fatalisme, c'est-à-dire un antivaccinisme plutôt de type religieux qui consiste à dire que la maladie est une fatalité, c'est même une volonté d'une certaine façon de Dieu pour nous éprouver, pour nous punir parfois à l'échelle collective. Donc on ne peut pas aller contre la maladie, c'est aller contre la volonté divine. Ensuite, il y a des arguments qu'on a appelés des arguments naturalistes,
qui sont d'une certaine façon un peu une forme laïcisée en fait du fatalisme religieux, qui consiste à dire que la nature fait bien les choses, il est nécessaire d'avoir les maladies, notamment les maladies de l'enfance. Ces maladies renforcent, elles sont vues dans ce cadre-là comme une sorte de rite de passage. Alors ça peut aller jusqu'à des discours extrêmes, hein, des discours malthusiens, impliquant que les maladies sont là pour éliminer les plus faibles, etc. Ça, on le voit à certaines époques. Mais de manière plus courante, le discours, c'est finalement la maladie n'est pas notre ennemi. Par contre, le vaccin, lui, c'est notre ennemi parce qu'il introduit dans le corps des substances chimiques étrangères, toxiques, etc. Ensuite, on va trouver un argument qui est un argument politique. Là, c'est le corps du citoyen face à l'autorité étatique et au fait que le vaccin est depuis le milieu du 19e siècle un médicament, peut-être le seul médicament qui existe, que l'État est en mesure de vous imposer. Quand vous avez mal à la tête, il n'y a pas une loi qui dit prenez de l'aspirine ou alors c'est 50 € d'amende. En revanche, depuis le milieu du 19e siècle, il y a des lois qui obligent à se faire vacciner pour des raisons qui sont évidentes, qui sont des raisons prophylactiques, collectives, etc. Et donc là, il y a un conflit ouvert entre l'autorité de l'État, la volonté de l'État de protéger le groupe et la liberté des citoyens, de la possibilité de disposer de son propre corps. C'est une sorte d'habeas corpus médical, en fait, ici, qui est en jeu. Enfin, il y a un quatrième type d'argument, qui est un argument qu'on peut appeler parascientifique ou alterscientifique. On a repris ce terme d'un ouvrage écrit par Alexandre Moatti. Donc, alterscientifique, ça veut dire qu'un certain nombre de gens vont défendre des doctrines médicales ou savantes marginales, et au nom de ces doctrines, ne vont pas croire à l'efficacité, par exemple, des vaccins, ou même vont insister sur leur dangerosité. Donc ça peut être par exemple des théories selon lesquelles ce ne sont pas les micro-organismes, ni les bactéries, ni les virus qui font la maladie. Ce qui fait la maladie, c'est ce que certains appellent le terrain, c'est-à-dire en fait, les maladies sont internes, c'est quand on s'alimente mal, quand on s'habille mal, quand on ne fait pas de sport, quand on ne fait pas de yoga, parce que je ne sais pas quoi encore, qu'on rend son organisme vulnérable aux maladies, mais finalement, les micro-organismes eux-mêmes n'y sont pour pas grand-chose. Et ça, dans l'histoire de la médecine occidentale, on trouve des théories de ce genre qu'on appelle les théories holistiques ou théories du terrain. Eh bien, et ça se manifeste comment? Est-ce que vous pouvez nous citer un ou deux exemples euh, de mouvements qui se seraient fait connaître en tant qu'anti-vaccins, de mouvements, comment dire, d'opposition? Alors, chacun de ces arguments, en fait, sont incarnés à différentes époques. Certains arguments sont plus forts à certaines époques qu'à d'autres. Mais par exemple, pour l'antivaccinisme religieux, on peut citer récemment des groupes religieux de type sectaire, ou en tout cas fondamentaliste, chez les juifs, chez les chrétiens catholiques, chez les musulmans aussi, voire chez les hindous, chez les bouddhistes, etc. Toutes les religions sont concernées. On va trouver des marges de gens qui vont refuser le vaccin au nom du fatalisme. On a eu un exemple dans la communauté juive new-yorkaise récemment, là, à la fin des années 2000, où il y avait donc une résurgence de la rougeole parce que dans ces populations-là, il y a un refus de la vaccination. On pourrait trouver la même chose chez les catholiques ou chez certaines sectes protestantes. Pour ce qui est de l'opposition politique, au XIXe siècle, dans une période assez courte en fait, entre les années 1880 et les années 1910, il y a eu des émeutes anti-vax qu'on n'a plus jamais revues après, c'est-à-dire des populations qui se révoltaient contre essentiellement les lois d'obligation vaccinale et les atteintes aux libertés qui étaient commises au nom de ces lois. Pour ce qui est des autres arguments, on pourrait trouver également des incarnations, par exemple sur la question de l'alterscience. Il y a un certain nombre de médecines parallèles ou de médecines naturelles qui se sont construites. Je pense en particulier à la chiropraxie. Les fondateurs de la chiropraxie ont tenu un discours très hostile à la vaccination. Certains courants de l'homéopathie aussi
mettent en cause la vaccination allopathique, la vaccination chimique, qu'ils opposent à la médecine homéopathique avec des formes de vaccins, entre guillemets, homéopathiques qui sont proposés aux patients, etc. Donc on peut trouver en fait dans chaque époque des illustrations de ces différents arguments.